Aujourd'hui, on analyse ensemble mon track record des 4 premiers mois de l'année de trading, janvier, février, mars, avril. Je vous mets en immersion complète dans mon trading rentable et constant. Je vous donne mes tips pour vous aider à obtenir les mêmes résultats que moi. Et on va analyser ensemble les dernières actualités fondamentales. On va faire des analyses fondamentales ensemble. On va parler des tarifs de Trump, des deals à venir, de la situation économique en Europe, de la situation fondamentale actuelle qui est très compliquée et très difficile à gérer pour beaucoup de traders. Je vais vous expliquer pourquoi les news ont moins d'impact sur les marchés, que ce soit le CPI, le NFP. Beaucoup me demandent pourquoi est-ce que ça répercute moins bien que d'habitude. Donc, je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer quand est-ce que ça va reprendre son cours. Il y a tellement de valeur ajoutée dans cette vidéo qu'au début, j'ai hésité à la mettre uniquement dans la formation. Mais je la partage aujourd'hui, alors prenez des notes et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Janvier 2025, plus de trades, plus d'opportunités, mais par contre un taux de réussite beaucoup plus faible. À la fin du mois, j'avais quand même pris quasiment 4 R. Le mois avait bien terminé, notamment avec les 3 derniers trades du mois qui avaient rattrapé tout le reste. C'est pas rare que le début du premier trimestre soit plus compliqué. Février était meilleur, 5,5 R, mais c'était pas non plus un énorme mois. Par contre, on peut voir qu'il y a eu un break-even, une perte coupée, zéro stop loss. Et derrière que des profits. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette gestion de la perte. Même si on regarde en janvier, en fait, le taux de réussite est plus faible, mais combien de stop loss? Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, et j'ai pu gérer une, deux, trois pertes. Une, deux, trois, quatre pertes, pardon. Donc j'ai pu gérer quatre pertes, ce qui est excellent, parce qu'en gérant mes pertes, en coupant mes pertes, je vais pouvoir démultiplier ma rentabilité. À long terme, je ne risque que 0,5 R au lieu de risquer 1 R, grâce à ma stratégie pour couper les pertes. Et je gagne la même chose. Donc, je gagne la même chose, mon profit moyen est le même, mais ma perte moyenne est diminuée. Donc, je démultiplie ma rentabilité. Je risque moins pour gagner la même chose. Donc, j'ai un multiple de mon risque plus élevé. Donc, j'augmente ma rentabilité. Ce concept-là, il est super important. Je le répète tout le temps, mais c'est vraiment, vraiment super important. Donc, le mois de février, un peu mieux, moins de trades, mais de largement meilleure qualité. C'est pas des choses qu'on va, c'est pas des choses qu'on va décider. Les marchés vont distribuer les opportunités. Ce qui compte, c'est quand je regarde ensuite mon setup que j'ai pris, quand je le rentre dans mon journal, c'est de me dire si je devais prendre cette décision 100, 200, 500, 1000 fois, est-ce que je le referais de la même manière? Est-ce que il y a quelque chose avec du recul que j'aurais pas dû faire? Mon seul objectif, c'est ça. C'est quand je vois le setup, si je dois le prendre 1000 fois, je le prends 1000 fois. Après, l'issue de la décision à court terme, c'est les marchés qui vont décider. Au mois de janvier, c'était plus compliqué. En février, on voit déjà que c'était beaucoup plus facile. Il y a eu un BE et une perte coupée à moins 0,6 R. Tout le reste, c'était des profits assez faciles. Donc février, beaucoup plus simple. Mars, encore plus simple. Mars, j'ai eu une seule perte, coupée à moins 0,5. Pareil, pas de stop. Donc super intéressant. J'ai eu un break-even, et derrière, des petits gains parce que la situation était assez compliquée en mars, c'était assez agité. On était, euh, on était au premier pic de la volatilité des tarifs de Trump. Donc, c'était des situations qui étaient assez difficiles. On cassait les structures de marché précédentes. Donc, dans ces renversements de structures de marché et dans cette volatilité qui augmente, je sais que je dois être prudent. Ça fait partie de mon plan. Je sais que je dois set up des cibles qui sont plus faibles. Et donc, je sais que mes TP seront plus faibles ou du moins que je vais viser des zones intermédiaires. Et ça, peu le comprennent. Par exemple, si je suis dans le sens d'une tendance haussière, j'ai une correction, on va créer une zone intéressante, un support qui se crée, une résistance, et je vais entrer à la cassure de la résistance. OK. Sur la gauche, je peux avoir des petites résistances qui vont traîner, mais elles sont insignifiantes et la tendance haussière est très forte, le fondamental est très fort. Je vais pouvoir pousser plus loin. Imaginons que j'ai une zone majeure par là, je vais réviser à nouveau la zone majeure. Je vais pouvoir avoir des trades qui auront des ratios plus élevés. C'est rare que je cherche à plus de 1 pour 2. Pourquoi? Parce que je sais que ma perte moyenne de long terme, elle est à 0,5. Donc, j'ai pas besoin de chercher plus de 1 pour 2 parce qu'en réalité, je risque 0,5 pour 2. Donc, ça revient à 1 pour 4. Avec le taux de réussite que j'ai, il faut savoir que mon taux de réussite long terme, il a plus de 75%, et on le voit déjà en mars. On voit, j'ai eu un BE, une perte et un, 2, 3, 4, 5, 6 gains. Donc un BE, une perte, 6 gains, c'est un taux de réussite exceptionnel, mais c'est vers ça que tend mon taux de réussite de long terme, pas du tout vers des mois comme janvier. Et donc, je sais qu'il y a des périodes où
il va se passer un peu ce qu'on avait en mars, c'est-à-dire que on a des structures qui sont assez baissières, puis on a des corrections, on a des marchés qui entrent dans des ranges, on est dans des zones qui sont plus encombrées à trader. On a le début d'un renversement, mais quand on a le début d'un renversement de structure, là aujourd'hui en avril, on a une structure qui est bien haussière, clairement. Donc je peux de nouveau trader dans le sens de la tendance haussière avec des mouvements de continuation plus simples à attraper. En mars, c'était plus compliqué. Et dans ce renversement de structure, on avait des zones de consolidation un peu plus soutenues, beaucoup plus de range, beaucoup plus de complexité. Et donc là, à ce moment-là, c'est là que je vais décider d'avoir des targets qui sont beaucoup plus faibles, entre guillemets. Ça reste des targets qui sont intéressantes, mais elles sont plus faibles que mon gain moyen. Mon gain moyen de long terme, il va se situer vers 1,5 R. Et on voit que là, j'ai un trade à 1,5, 1,4, mais sinon c'est du 1 R, 1,25, 1, 1,33. Parce que je sais que la situation fondamentale est compliquée et je sais qu'on est en train de changer de structure de marché. Donc, j'adapte mon trade management. C'est super important. Donc, en mars, 7R, c'était un très bon mois, surtout le taux de réussite qui était excellent. Et là, arrivé du coup au jour où j'enregistre ça, 18 avril, je suis déjà à 8R. Il reste encore une grosse semaine, après un petit bout du mois d'avril qui dépasse encore sur la dernière. Mais il reste encore une grosse semaine. Alors, le taux de réussite est très bon. J'ai eu encore une fois une seule perte que j'ai gérée, toujours pas de stop loss, moins 0,1 R. Et là, on voit que les gains se rapprochent déjà beaucoup plus de mon gain moyen de long terme de 1,5 R. Vous voyez? Donc là, celui-ci, 1,65, 1,5, 1,5, 2,5, 1,3. On voit qu'on se rapproche de mon gain moyen de long terme, contrairement à mars où c'était un peu plus compliqué parce que là, on est de nouveau dans des mouvements de tendance. Et je sais que je peux laisser tourner mes trades plus longtemps parce qu'on est à nouveau dans des tendances fortes, dans des structures fortes. Et donc, je sais que j'ai des opportunités qui sont plus grandes. La seule exception, c'est EURUSD que j'ai pris à contre-tendance ici parce qu'on avait eu un gros mouvement haussier surétendu et que on avait une structure très propre pour une correction. Mais sinon, si vous regardez, la plupart de mes trades se font dans le sens de la tendance. Il y a celui-ci qui était à contre-tendance, pareil, on avait une belle probabilité de correction, mais j'ai clôturé la perte. Si je dois prendre 100 fois ce setup, encore une fois, je le prends 100 fois, mais j'ai clôturé la perte. Sinon, c'est dans le sens de la structure de marché et dans le sens du fondamental qui va vers un USD plus faiblissant, notamment à cause des tarifs de Trump. On va y revenir après. Euh, Ça, c'est le trade que j'ai pris hier. Vous voyez, hier à 8h32, j'ai envoyé un message, j'ai expliqué que j'étais impliqué sur GBP USD. Euh, donc, je suis entré à la cassure. Et donc, vous voyez, c'est l'exemple typique d'avant. Ici, on a une zone de consolidation. Ceux qui sont dans la formation vont plus comprendre puisque c'est des concepts enfin, j'explique totalement mon process de trading, mon process d'analyse. Donc forcément, les membres de la formation comprennent pourquoi ces zones-là, ça me dérange un peu plus. Mais habituellement, je préfère trader dans les zones dans lesquelles on ne consolide pas. Parce que quand on a une consolidation sur la gauche, il y a une probabilité qu'elle se reproduise sur la droite et donc que les mouvements soient complexes. Sauf qu'on a une tendance qui est largement haussière. On ne le voit pas ici. Je ne sais pas si j'ai pas un screen. Voilà. Vous voyez? Donc, ce que je vous expliquais avant, on avait une structure qui était nettement baissière. Arrivé au mois de mars, on était par là, pendant le mois de mars. Et donc, quand vous ne voyez pas tout ça, bah, quelle est la possibilité? La possibilité, c'est qu'on ait juste une chasse en profondeur dans la structure et que les marchés repartent dans le sens de la tendance. Sauf que, à partir du moment où, au mois de mars, on a cassé cette zone-là, les mouvements ont été très impulsifs. On est rentré dans cette zone-là, qui est une zone qui n'est pas facile à trader. On voit que c'est une zone majeure. Donc pareil, compliqué pendant une bonne partie du mois de mars. Et c'est la raison pour laquelle, comme on était dans une zone qui était compliquée, euh, je cherchais des targets qui étaient plus proches en mars. Quand je sais que je suis dans une zone qui est complexe, je vais être plus conservateur. Quand je sais que je suis dans une zone où, au contraire, il y a des mouvements qui sont assez fluides, je vais pouvoir viser plus loin, notamment si je suis dans le sens de la tendance. Et mars m'a aussi servi à avoir ces mouvements-là. On a eu une consolidation, une grosse chasse de liquidité au-dessus, une grosse chasse de liquidité en dessous. Une fois que la chasse de liquidité est passée, maintenant, quand on recasse à la hausse, il y a des très fortes probas. J'en parle dans l'information, j'en parle sur Instagram, j'en parle partout. Il y a de très fortes probas pour qu'à présent, la continuation de structure haussière soit très vive, très puissante. Parce qu'on a chassé une fois, on a chassé deux fois, on ne va pas chasser 10 000 fois. Donc la cassure, quand elle est dans le sens de la structure en plus, elle a très forte probabilité d'amener des gros mouvements haussiers. Et à partir de ce moment-là, regardez, on est début avril, c'est là que je commence à me dire, OK, maintenant les probabilités haussières sont vraiment très fortes. Et c'est pour ça que le mois d'avril est aussi super facile. Comme vous avez vu, j'ai surtout profité des achats en fait. Achat, achat, achat. Euh, donc par rapport à cette structure haussière, j'ai profité des achats.
Maintenant, c'est ce que j'expliquais. Là, on est dans une zone qui est un peu plus complexe. Là, on a une zone qui est un peu plus complexe. Pour autant, j'ai quand même pris l'achat jusqu'à cette zone-là. Pourquoi? Parce que ça correspond au haut de cette zone de consolidation sur la gauche. Donc, on risque d'aller retaper dans cette zone. Quand on tape dans cette zone, très souvent, on se dirige dans la suivante, zone to zone. Et cette zone-là va pas me bloquer. Si je suis à contre-tendance, cette zone-là va me bloquer. À contre-tendance, toutes les micro-résistances, les micro-supports, ça va me bloquer. Par contre, dans le sens de la tendance, ça va moins me déranger parce que je sais que le marché a beaucoup plus de force. Et avec l'analyse que je viens de vous montrer de la structure de marché, qui a une forte probabilité qu'on continue en force jusqu'à la prochaine zone majeure, etc., vous cumulez le tout. Et donc, vous avez un biais haussier qui est assez facile. Résultat, donc j'ai pris le trade, j'ai expliqué au moment pourquoi est-ce que j'ai pris le trade. À 8h32, je l'ai fait assez rapidement. Je ne donne pas de signaux, c'est super important. J'aurais pu envoyer le trade à 8h30 pile. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est qu'à mon sens, vous ne pouvez pas former et envoyer des signaux. Former, c'est pour rendre indépendant. Les signaux, ça rend dépendant. Donc, mon objectif, c'est de faire comprendre aux membres de la formation mon process via toutes ces analyses-là, via l'étude de mes décisions, plus via les 160 contenus de la formation. Et l'objectif, c'est qu'ils soient capables de prendre leurs propres décisions. Si vous allez ensuite dans le groupe Setup Analyse, les membres de la formation, ça, c'est les résultats d'un membre de la formation. Bon début de mois, pareil, il est à plus 5,39 R, j'ai envoyé aucun signaux. Il a tradé GBP/USD, quasiment que de l'achat dans le sens de la structure. Et il a aussi des stats similaires aux miennes. 1 R, 1,47, 1,8, 1,3, une seule perte, moins 0,18. Sans aucun signaux. C'est ça que vous devez comprendre. Les membres de la formation prennent leur trade de manière totalement indépendante. Et c'est ça qui est super intéressant et c'est ça que je vais essayer d'inculquer. C'est pour ça que j'envoie pas de signaux. Par contre, j'envoie le récap de toutes mes analyses, de toutes mes décisions. Ils ont mon process précis, mon process d'entrée. Ils savent pourquoi j'entre pas. Ils peuvent me poser des questions dans cet onglet-là. Si jamais il y a une question sur une chose que j'ai mal expliquée, sur un élément de mon process qu'ils n'ont pas bien compris, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Mais ils ont mon process d'entrée, mon process de management, mon process de sortie. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à appliquer. Et c'est pour ça que les résultats sont bons. Toujours est-il que j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision. Et après, une demi-heure après, du coup, on a pris 1,65 R assez facilement. Le marché a continué un peu plus haut après. J'aurais pu viser un peu plus profond dans cette zone-là. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est que vous avez vu avant, sur la gauche, on avait une grosse zone de consolidation. Et donc, je voulais pas aller taper trop loin, tout simplement. 1,65 R, j'ai pris ce que mon plan me disait de prendre. J'ai clôturé à l'entrée de cette zone. Merci, au revoir. Beaucoup me disent oui, donc tes trades durent parfois 30 minutes, parfois ils durent 10 minutes. Oui, parfois ils vont durer 3 4 heures, c'est pas le problème. Ce que vous devez comprendre, c'est que mon trade, il dure pas 30 minutes, il dure pas 9 minutes. Il dure 9 minutes ou 30 minutes, plus tout le temps d'attente entre deux trades. Parce que là, par exemple, j'ai pris ce trade-là. Euh, la veille, j'avais un billet baissier sur GBP/USD qui a parfaitement fonctionné. Vous pouvez voir ce mouvement baissier. J'avais un billet baissier ici parce qu'on arrivait dans une grosse zone majeure avec des gros niveaux clés, celui-ci, et la zone rouge, c'est une zone majeure. Donc, j'avais un billet baissier, sauf que j'ai pas eu d'opportunité dans mon plan. Donc, j'ai dû observer avec discipline le billet baissier aller dans mon sens sans prendre position. Beaucoup seraient frustrés, beaucoup auraient overtradé, beaucoup auraient tenté de revenge trader, donc de prendre des trades à contresens ou dans le sens de la continuation plus tard, trop tard, parce qu'ils ont manqué le mouvement. Beaucoup perdent de l'argent. Il faut accepter qu'un billet n'est pas un setup. Je l'ai expliqué dans le groupe Telegram qui est gratuit. Il y a le lien qui est dans la description si jamais. J'ai fait un vocal à ce sujet-là. J'ai expliqué au monde de la formation aussi plus en détail, mais un billet, c'est pas un trade, c'est pas un setup. Donc c'est important d'attendre votre setup, c'est important d'attendre votre confirmation. Votre confirmation d'entrée, dans le sens de votre billet, va vous donner un trade. Un billet tout seul, c'est pas parce que j'ai un billet baissier ici sur GBP/USD que je vais devoir entrer en position en vente, parce que j'ai pas ma confirmation que je dois attendre selon mon plan. Vous n'êtes pas là pour analyser le marché quand vous tradez. Et la plupart des traders se trompent à cause de ça. Ils pensent qu'ils sont là pour analyser le marché. Ils pensent que si ils ont gagné ce trade, c'est parce qu'ils ont une bonne analyse. S'ils l'ont perdu, c'est parce qu'ils ont une mauvaise analyse. C'est totalement faux. Vous n'êtes pas là pour analyser le marché. Vous êtes là pour analyser la structure de marché, analyser les éléments que les marchés vous montrent et surtout analyser si les marchés vous impriment ou non le signal d'entrée que vous attendez. C'est tout ce que vous devez analyser. La structure et est-ce que les marchés m'ont donné ce que je voulais voir ou non pour entrer en position. Donc en fait, vous êtes plus là pour lire des signaux que pour analyser. Vous n'êtes pas payé à lire des signaux.
Enfin, vous n'êtes pas payé à analyser des marchés, pardon. Vous êtes payé à lire des signaux. Vous êtes payé à observer si les marchés vous ont montré ce que vous vouliez voir pour entrer en position. C'est tout. Pensez que vous êtes payé à analyser, ça va vous faire beaucoup de mal quand vous allez voir que ce mouvement baissier va arriver, mais pas que. Par exemple, vous pouvez commencer à avoir un biais baissier par ici, en vous disant, oui, là, on commence à consolider, dans ma grosse zone, on arrive dans une grosse zone, on commence à consolider, j'ai un biais baissier, puis vous allez entrer en vente, avec un stop par là. Soit vous allez prendre votre stop, soit vous allez commencer à le déplacer en vous disant, vous pourrez peut-être aller taper plus profond dans la zone, je vais éloigner un peu ma target, et vous allez éloigner votre stop et le placer au-dessus de ce prochain niveau clé. Et vous allez vous faire sortir avec une perte qui est double par rapport à ce que vous risquez de base. Donc en fait, ne jamais confondre biais et setup. Ne jamais exécuter un biais. Votre biais, si vous avez un setup dans le sens de ce biais, vous savez que vous avez de fortes probabilités et vous savez que vous pouvez laisser tourner plus loin. Par contre, quand mes trades vont durer comme ça 9 minutes, 30 minutes, bah, c'est pas seulement 9 ou 30 minutes, c'est 30 minutes plus tout le temps où j'ai attendu ici, où j'ai laissé passer le trade alors que j'avais un biais baissier, mais j'ai pas eu de confirmation. C'est les jours et les jours de patience. Par exemple, aujourd'hui, le lendemain de ce trade-là, euh, c'est férié au Royaume-Uni, je sais que je vais pas trader. Pareil, c'est de la patience. Je sais que je vais revenir seulement lundi. Donc, OK, quand je suis en position, ça dure pas longtemps. Par contre, le temps hors position est très long. Et c'est ce temps-là qui est difficile à gérer pour la plupart des traders parce que vous manquez pas de patience. Vous êtes incapable de rester inactif en présence de mouvements sur les marchés. Parce que vous identifiez des mouvements sur les marchés comme du potentiel, comme des opportunités. Mouvement n'est pas égal à opportunité. Mouvement est égal à marché ouvert. C'est tout. Donc, c'est super important de comprendre ça parce que votre carrière, entre guillemets, de trading, elle n'est pas tant construite sur l'action, elle est plutôt construite sur ce que vous faites entre les différents moments d'action et ce que vous faites après un moment d'inaction. Par exemple, ici, quand il y a eu ce biais baissier qui a été respecté, comment est-ce que j'ai réagi derrière? Eh ben, j'ai patienté jusqu'à ce que les marchés m'impriment un setup. Et une fois qu'ils me l'ont imprimé, je suis entré en position. Seulement après. J'ai pas pris de position dans le biais baissier quand j'ai commencé à voir que ça commençait à tourner en ma faveur. J'ai pas commencé à essayer de prendre des renversements parce que j'étais frustré que le biais baissier, je l'ai loupé. Non, j'ai attendu mon prochain setup patiemment. Je suis payé pour ça. C'est une somme. Donc, je voulais faire ce point parce que c'est super important et peu de traders le comprennent. Et du coup, ouais, j'avais partagé ma performance du mois d'avril pour l'instant. On a 83,33 taux de réussite. Mais ça lisse encore une fois le mois de janvier aussi, où en janvier, j'avais un taux de réussite qui était plutôt proche des 60. Et sur le long terme, je suis vers 75%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les périodes où le taux de réussite sera plus faible vont arriver. C'est une distribution statistique, c'est normal. Il y a de la variance, c'est absolument normal. Il ne faut pas avoir peur de ces fluctuations statistiques. C'est ce que je disais en janvier. J'expliquais que c'est comme ça, les marchés distribuent. On connaît l'avantage de notre plan à long terme. Le début d'année était assez plat, février était aussi un peu plat, pas beaucoup de trades, il a fallu rester patient, mais février était déjà meilleur. Et c'est ce que j'ai expliqué aux membres de la formation, c'est qu'on est payé à prendre sur nous. On est payé à ne pas dilapider notre capital mental, mais aussi notre capital financier sur les marchés quand les probas sont pas bonnes. Et ensuite, on est récompensé avec un super mois de mars, avec un super mois d'avril. Alors ça peut paraître pas grand-chose, 8,3 R. Dites-vous qu'en réel, d'ailleurs, il y a le lien de mon broker en description pour tous ceux qui veulent trader chez le même broker. Il y a 50% de bonus de dépôt pour tous ceux qui passent par ce lien. C'est un broker d'une très haute qualité. Si vous voulez une vidéo de présentation, je peux vous en faire une. Je la mettrai pas sur YouTube, mais il y en a une sur Telegram. Donc envoyez-moi un message privé si vous voulez une vidéo de présentation. Pourquoi est-ce que je trade chez eux? Combien de temps je compte y rester? Pourquoi est-ce que les conditions sont meilleures qu'ailleurs? Je vous explique tout ça. En tout cas, si vous voulez 50% de bonus de dépôt, il y a le lien dans la description. Quand je trade chez mon broker, je trade avec 2% de risque par trade. Je peux me le permettre largement parce que je connais mes stats. Je connais mes stats, je connais la probabilité d'avoir 3 trades perdants de suite, 3 stop loss de suite. La probabilité que je perde ne serait-ce que 6% avec 3 stops de suite, elle est quasi inexistante. Quasi inexistante, ça veut dire que ça va arriver. Faut toujours l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut dire qu'il y a une faible probabilité que ça arrive, mais comme je vais exécuter tellement de trades sur le long terme, ça va arriver. Donc je sais comment je vais réagir à ce moment-là. Sauf que 3 trades au stop de suite, excusez-moi, hein, ça me fera toujours perdre que 6%, ce qui est rien du tout. OK? Il faut juste avoir le mental à ce moment-là pour ne pas dévier, ne pas overtrader. Ce qui compte, c'est pas la distribution statistique, c'est vos réactions, encore une fois. Comment est-ce que je réagis à ma série de pertes? Est-ce que je vais overtrader? Est-ce que je vais over-risk? Est-ce que je vais
essayer de combler la perte avec un setup hors plan? Ou est-ce que je vais juste rester patient et attendre que le marché me délivre ensuite ses meilleurs probas? C'est tout ce qui compte. Donc, je risque 2% par trade en réel, 1% par trade en propre firme. Je peux faire ce niveau de risque-là parce que je sais que mon taux de réussite est super élevé. Si vous avez un taux de réussite qui est plutôt vers 50% ou moins, je recommande de diviser par deux. 1% de risque par trade chez votre broker, 0,5% de risque par trade en propre firme. Je peux trader avec des niveaux de risque plus élevés, et encore on parle de 1 à 2%, hein. C'est pas non plus super élevé, mais je peux trader avec ces niveaux de risque-là parce que mon taux de réussite est super élevé, vous le voyez bien, et ma perte moyenne est très faible. Donc même quand je perds peu. Je perds 0,1 R, je perds 0,3 R, 0,6 R. Donc je perds finalement la moitié de ce risque-là. Donc en réalité, je risque 2% par trade, mais comme je perds 0,5 R en moyenne, je perds finalement que 1% par trade en réel. Et quand je risque 1% en firme, en réalité, grâce à ma perte moyenne qui est diminuée à 0,5, je perds que 0,5 R. Tout ça, c'est un tout. La compréhension du fondamental, la compréhension de la technique, la compréhension de la gestion des risques, la compréhension de la psychologie entre les différentes décisions. C'est un tout qui s'imbrique. Et c'est ce que j'essaye de partager dans la formation, dans le groupe privé, euh, à travers mes décisions, à travers l'analyse de mes décisions, en répondant aux questions des membres, etc. Toujours est-il que, du coup, 2% de risque par trade, ça nous fait plus de 16% quand même en réel sur le mois d'avril, avec mon compte propre. Et ça nous fait 8% sur une firme. Imaginez que vous ayez 200K, ok, 200K funded. Donc 1%, c'est 2K. 8%, c'est 16K. Voilà. 16K de profit, la firme va vous prendre 20%, elle vous renvoie 80%, vous payez vos taxes, vos charges, vous vivez largement, largement, largement du trading. Avec un plan qui est très simple, assez facile à exécuter, une super gestion des pertes, ce qui est super important parce que mentalement, ça va être beaucoup plus facile à gérer et, euh, et ça va démultiplier votre rentabilité. Donc voilà, je me suis un peu éternisé sur l'analyse de la performance, mais c'est super important à mon sens de revenir là-dessus. Et on va faire un point assez rapide sur le fondamental. Premièrement, Trump. Euh, j'ai expliqué dans le groupe privé depuis le début d'année que les tarifs de Trump qui se voulaient très agressifs ne sont que des menaces, entre guillemets. Et c'est un système win-win pour les USA. Trump a les cartes en main et se dit, OK, si on met les tarifs en place, on s'en sortira d'une manière ou d'une autre. Parce que son but à lui, ensuite, c'est d'enlever l'impôt, de réduire la pression fiscale et de financer cette réduction de la pression fiscale via les droits de douane. Sauf qu'en fait, il y a toujours de l'impôt, puisque qui paye ces droits de douane, au final, ce sera le consommateur via l'inflation. Mais plus d'impôt de manière classique. Comme si on finançait uniquement avec de la TVA le système. C'est un peu ça, sauf que c'est des droits de douane. Euh, donc son objectif, c'est ça. C'est d'être dans un système win-win en se disant, je mets les tarifs en place, je vais m'en sortir. En tout cas, il est convaincu qu'il va s'en sortir. Je dis pas qu'il va s'en sortir. Je n'ai pas la boule de cristal. Cependant, il est convaincu qu'il va s'en sortir. Ou alors, les autres vont avoir peur. On est les États-Unis. Ils doivent nous respecter. Et donc, on va avoir des deals qui sont largement plus intéressants que ceux qu'on avait jusqu'à présent. Et donc, on va être gagnant aussi. C'est la mentalité américaine, win-win, sur tous les deals. Donc, c'est super important de comprendre que les tarifs sont avant tout un outil de négociation. Il a annoncé ces tarifs réciproques qui étaient énormes, massifs. Et ensuite, il a annoncé une pause de 90 jours pour que les pays, sauf la Chine, parce que la Chine, selon lui, lui a manqué de respect. Donc avec la Chine, c'est un peu une escalade de la violence des tarifs. Mais il a ensuite lancé une période de pause pendant 90 jours pour que tous les pays puissent venir négocier. Donc l'objectif des tarifs, on le voit encore une fois, c'est pas forcément de mettre en place des droits de douane super agressifs, c'est de trouver des accords qui sont plus intéressants pour les États-Unis que les accords qu'on avait précédemment. Et donc de refinancer la dette et de refinancer l'économie américaine plus facilement. Hier, donc le 17, on a vu que Trump était très confiant sur un deal avec l'Europe, alors que les négociations étaient un peu au point mort, qu'il était très confiant sur des deals de manière générale, des très bonnes relations avec l'Italie. Trump dit qu'il va y avoir un deal. Et voilà, ici aussi, c'est ça que je cherchais. Trump explique aussi que pour lui, il va y avoir un deal avec la Chine, de manière certaine. We'll have a deal with China. Donc, quand on observe cette situation, maintenant, comment est-ce qu'on l'analyse par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés? Il faut que vous compreniez toujours, OK, si maintenant on a un deal, qu'est-ce qui a été répercuté sur les marchés jusqu'à présent?
Ce qui a été répercuté sur les marchés jusqu'à présent, c'est pas de deal, la panique, des craintes de récession, des craintes de disruption de l'économie mondiale, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de risk-off, avec le gold qui s'est envolé, les valeurs refuges qui ont fortement pris en valeur, l'USD qui a souffert parce qu'il y a eu un exit des capitaux sur l'USD, parce que les marchés n'ont pas confiance en la robustesse de l'économie américaine dans cette situation-là. Les marchés n'ont pas confiance en Trump dans cette situation avec ses tarifs aussi agressifs. Tout ça, ça a causé donc beaucoup de risques off, un gold très haussier, un USD très faible. Maintenant, si on a non pas la situation que les marchés ont répercutée, c'est-à-dire les tarifs réciproques très élevés, mais si on a plutôt des deals qui se mettent en place, ce que les marchés ont répercuté n'est plus réaliste. Et ça, c'est super important. Je l'explique dans mon e-book gratuit sur les bases d'analyse fondamentale. Il est sur Telegram, dans le groupe privé, dans le message épinglé. Dans le groupe public, pardon. Donc, gratuit, 100%. C'est dans le lien dans la description. Vous avez le lien du groupe Telegram gratuit. Vous prenez le message épinglé. Et dans le message épinglé, vous avez un e-book gratuit sur les bases d'analyse fondamentale. Et j'explique noir sur blanc que ce qui compte, c'est ce que les marchés répercutent. Les marchés ont répercuté un USD faible avec les tarifs. Beaucoup de risk-off. Parce que beaucoup d'incertitudes. Les investisseurs ont voulu protéger leur valeur, d'où le fait que le gold ait beaucoup pris en valeur. Les indices US ont pris cher. Parce que pareil, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de panique. Ça, c'est ce que les marchés ont répercuté aujourd'hui. Parce qu'ils ont répercuté des tarifs réciproques très élevés. Sauf que si maintenant on a des deals, cette réalité qui a été répercutée dans les prix, qui nous a amené à avoir les prix qu'on a aujourd'hui, elle est plus réelle. Elle est modifiée. Les marchés ont répercuté dans les prix des tarifs élevés, pas de deal, sauf qu'en réalité, si on a des deals, il va falloir réajuster cette répercussion. Tout le pessimisme qui a été répercuté sur les marchés va être corrigé petit à petit. Peut-être pas tout le pessimisme, parce qu'il va quand même y avoir des incertitudes, mais une partie. Et donc, vous allez avoir des vagues, s'il y a des deals officiels qui sont annoncés, des vagues de reprise de force de l'USD, des vagues de correction du gold depuis les plus hauts, parce que ce qui a été répercuté quand il y avait une forte pression sur les tarifs va être corrigé pour avoir une vision plus réaliste dans les prix de la réalité fondamentale, qui est, OK, les tarifs sont pas aussi élevés que ce qu'on pensait, on a des deals, l'incertitude n'est pas aussi grande, il y a un peu plus d'optimisme, donc on va corriger. Le prix que vous voyez sur les marchés, ce prix-là, c'est que la représentation du sentiment des investisseurs par rapport à un actif. C'est que ça. C'est le résultat de l'offre et de la demande. L'USD chute parce qu'il est beaucoup moins demandé, parce que les investisseurs ont beaucoup moins confiance en Trump, en l'USD. Par contre, s'il y a des deals qui sont mis en place, on aura plus confiance de nouveau en Trump, plus confiance en l'USD, plus confiance dans le fait qu'il n'y aura pas forcément une grosse récession économique, etc. Donc il faut comprendre que si vous avez des deals, reprise de force de l'USD partielle, je ne dis pas que vous allez avoir un USD qui va tout casser, je dis que vous allez avoir des corrections de l'USD, je dis que vous allez avoir potentiellement un euro qui va chuter, et c'est mon autre point. Si vous regardez l'euro est un plus haut depuis 2022. On est sur une grosse zone de résistance weekly. On a cassé cette zone de consolidation. On arrive dans une grosse zone et on pourrait avoir, maintenant qu'on est là-dedans, on pourrait commencer à avoir des petits signaux de rejet, des petits signaux de continuation, de consolidation. Alors à ce moment-là, ça nous amènerait vers des corrections de la plupart des paires en euros, notamment de euro-USD. À mon sens, l'euro est largement surévalué parce que la situation économique depuis des mois en Europe est catastrophique. Et donc, on a eu la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux cette semaine. La Banque centrale a baissé les taux. Ils ont même parlé d'une baisse de taux plus importante. La Banque centrale a baissé de 25 BPS, ils ont parlé de 50, donc le double. Au final, ils ont opté pour 25. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la décision en tant que telle. La décision a été unanime, machin, je m'en fiche. Déjà, premièrement, la Banque centrale européenne rappelle que l'impact des tarifs, il sera clair qu'avec le temps. Pour l'instant, ils n'ont aucune idée de l'impact réel que ça va avoir. Quand vous avez une économie européenne qui est aussi faible que ce qu'elle est actuellement, une pression tarifaire qui vient des États-Unis, c'est tout sauf bienvenu. Déjà que la situation européenne est critique au niveau de l'économie, que l'industrie européenne va mal, que c'est les services européens qui sauvent à peu près, et encore je dis bien à peu près parce que les résultats sont catastrophiques, l'économie européenne. À ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tout sauf en position de force face à autant d'incertitudes. Et donc ça ne m'étonne pas que l'Europe cherche à avoir un deal avec les US. L'Europe n'est pas en possibilité de négocier, et Trump le sait. La situation en Europe est déjà assez critique.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la décision, c'est les commentaires de Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Alors, déjà, c'est urgent de rendre la zone euro plus compétitive, plus résiliente. Ça, on le savait, ça fait des mois et des mois qu'on le sait, que les, euh, les résultats sont mauvais. La zone euro marche sur un fil. Mais maintenant qu'elle est tarif, c'est toujours le bon moment pour commencer à sortir la carte de la faiblesse parce que c'est la faute de Trump, c'est la faute de la faiblesse. C'est la faute des tarifs, pardon. Quand on a eu la grosse faiblesse de l'économie européenne aussi en 2022, bah, c'était la faute de l'Ukraine. Sauf que c'était pas absolument pas la faute de l'Ukraine, c'est simplement que la Banque Centrale Européenne avait dû injecter des milliards, de milliards, de milliards dans l'économie européenne pour soutenir l'économie européenne pendant la période de la pandémie. Et donc forcément, quand on imprime autant de milliards, on dévalue la devise, parce qu'il y a plus d'euros qui sont en circulation, et on crée de l'inflation. Mais c'était la faute de l'Ukraine. Maintenant, on essaye de mettre cette faiblesse de l'économie européenne sur le dos des tarifs, sur le dos de l'incertitude mondiale, etc. C'est faux. Ça fait des mois et des mois et des mois, des années que l'économie européenne est dans une mauvaise posture. Et la Banque Centrale Européenne joue au bluff à chaque décision, à chaque conférence. Sauf que maintenant, c'est plus compliqué. Et donc, Lagarde le dit, c'est urgent qu'ils trouvent une solution. Euh, les risques, euh, les risques de plus de chute de l'économie se sont amplifiés. Et, l'économie est, l'économie est sous une incertitude exceptionnelle. Ça, super important aussi à comprendre. La Banque centrale commence à avoir peur que les consommateurs may hold back spending. Donc, en fait, ça veut dire que la Banque centrale européenne a peur que les consommateurs, au lieu de consommer, dans un climat d'incertitude, gardent leur argent pour les temps plus durs. C'est assez classique. Quand on est dans une période d'incertitude majeure, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites, OK, je mets de côté parce que je sais pas de quoi demain est fait, ou est-ce que vous claquez tout dans le moindre objet inutile, dans des soirées, dans des voyages, peu importe? Le comportement classique du consommateur, c'est de mettre de côté en se disant, OK, je mets de côté pour les jours pires. Le problème, c'est que dans une économie, et ça, c'est ce qui entraîne une économie dans la chute aussi, quand une économie va mal, elle a besoin de plus de consommation pour redresser la barre. Le problème, c'est que plus une économie va mal, plus il y a de pessimisme sur les marchés, plus il y a de pessimisme parce que bah, les news sont de moins en moins bonnes. Là, on a de l'incertitude avec une guerre commerciale quasiment sans précédent. Forcément, quand on a déjà une économie qui va mal, est-ce que ça va entraîner les consommateurs à augmenter la consommation? Non. Donc, l'économie va aller encore plus mal parce que les consommateurs vont garder leur argent. Donc, l'économie va continuer d'aller encore plus mal. Donc, les consommateurs vont encore plus garder leur argent, encore moins consommer. Et ça démultiplie l'effet de chute de l'économie. C'est pour ça que c'est super important de voir que Lagarde en a parlé. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne n'est absolument pas sereine par rapport à la consommation dans cette période de crise. Et c'est sauf ce dont elle a besoin. Euh, voilà, donc c'est la faute des tensions géopolitiques. C'est toujours la faute d'autre chose. La réalité, c'est que la zone européenne, la zone euro va mal. Je trouve que l'euro est largement surévalué actuellement. Et en fait, si on venait à avoir des deals, que l'USD devenait plus favorable, à mon sens, l'euro pourrait être l'un des premiers à souffrir. Il faut quand même pas oublier qu'on est dans une belle structure baissière sur l'euro depuis 2008. Donc, OK, on peut avoir des corrections plus profondes, comme ça a été le cas ici en 2021, dans la structure baissière. Les marchés n'avaient pas réussi à créer un nouveau bas, mais on n'a pas non plus réussi à créer le précédent haut de la structure. On a créé un nouveau bas ensuite. La structure est toujours baissière, hein. On crée des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Donc la structure de marché long terme de l'euro est toujours baissière. Ces phases de correction-là, elles ne tiennent que parce que le dollar faiblit. Si le dollar commence à reprendre en force, l'euro va à nouveau corriger. Parce que ce n'est pas la situation de l'Europe qui est particulièrement bonne, c'est simplement que l'Europe profite de l'incertitude économique et géopolitique mondiale. C'est tout. Tout simplement. L'euro profite de ça. L'euro a profité de la faiblesse du dollar pour reprendre en force. Sauf que si le dollar reprend en force via des annonces de deal, on pourrait avoir des rejets de cette zone de résistance majeure et potentiellement des petites corrections. Et rien que ces petites corrections peuvent occasionner des gros mouvements ensuite sur les paires, puisque là, on est sur l'indice de l'euro. On pourrait avoir des corrections d'euro USD, on pourrait avoir des corrections euh, de tous les autres euros d'ailleurs, parce que l'euro s'est quand même pas mal bien comporté dans cette période où pourtant le fondamental n'est pas bon. Et dernier point pour terminer, du coup, peu comprennent
le fondamental actuel, beaucoup me disent oui, mais je comprends pas, la politique monétaire n'a pas eu beaucoup d'impact, je comprends pas, l'inflation, le CPI n'a pas eu beaucoup d'impact, je comprends pas, le NFP n'a pas eu beaucoup d'impact sur les marchés. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les marchés bougent par thème. Et actuellement, le thème chaud que les marchés surveillent, c'est uniquement les tarifs. L'impact de la politique monétaire, l'impact de la politique commerciale, pardon, et non de la politique monétaire, qui est d'habitude ce que les marchés vont surveiller. Mais là, les marchés sont surtout en train de surveiller l'impact de la politique commerciale de Trump. Pourquoi? Parce que les investisseurs, leur seule urgence actuellement, c'est de savoir si demain il y aura encore une économie mondiale ou pas. Tout simplement. Est-ce qu'on va avoir une grosse récession? Est-ce qu'on va entrer dans même une dépression? C'est le point crucial en ce moment. La politique monétaire de la Banque centrale, la politique monétaire de la Fed, ça c'est du courant. Les marchés en ont un peu moins grand-chose à faire. Alors quand on va encore plus dans le détail de l'évolution de l'inflation, l'évolution du taux de chômage, on s'en fiche puisque de toute façon, actuellement, ces chiffres-là ne contiennent pas encore l'impact des tarifs de Trump. Donc que ça monte, que ça chute un peu, que ça varie, les marchés n'en ont rien à faire. Ils savent que de toute façon, le vrai impact, ce sera dans plusieurs mois. Et dans plusieurs mois, quand le focus sera à nouveau non plus sur les accords ou pas accords, sur les tarifs, ce sera assez fixe dans les prochains mois. Les décisions auront été prises, les deals seront passés. Une fois que ce sera passé, dans les 3, 6 prochains mois, c'est plutôt 6 mois à mon avis, on va commencer à avoir des marchés qui seront de nouveau plus concentrés sur le classique, l'évolution du marché de l'emploi, l'évolution de l'inflation, la politique monétaire, comment est-ce que les banques centrales réagissent maintenant aux conséquences des tarifs. Et là, comme on est encore dans le process de décision de quel tarif on va vraiment mettre en place, qui va avoir des deals, qui n'en aura pas, les marchés sont concentrés là-dessus. Une fois que ça, ce sera acté, les marchés vont se concentrer à nouveau sur les conséquences. OK, maintenant qu'on a cette situation par rapport aux tarifs, comment évolue le marché de l'emploi européen? Comment évolue le marché de l'emploi américain? Comment évolue l'économie? Est-ce que l'économie est menacée ou pas? Est-ce qu'il y a des répercussions ou pas? Et à nouveau, comment est-ce que va réagir la Banque centrale? Et là, actuellement, les banques centrales attendent simplement de voir, avec les éléments avec lesquels ils vont devoir dealer, quels vont être les tarifs qui vont être appliqués, et les effets sur l'économie, les effets sur l'inflation. Et avec ça, les banques centrales vont prendre les décisions ensuite. Et pour l'instant, les banques centrales n'ont pas d'idée de ce qui va se passer. Powell l'a dit, le président de la Fed, encore l'autre jour, il a expliqué que les tarifs que Trump est en train de mettre en place sont beaucoup plus élevés que le pire scénario que la Fed avait envisagé. Donc, c'est là que vous comprenez que les banques centrales sont dans la même situation que nous. Ils attendent le résultat de ce qui va se passer par rapport au, à la politique tarifaire. Une fois que ça se sera passé, une fois que ça se sera acté, ce sera plus le focus principal des marchés. On va repasser sur un marché assez classique où on va être focus sur l'inflation, l'économie, le marché de l'emploi. Mais vous devez comprendre que si actuellement il n'y a pas de grosse réaction sur le NFP, le CPI, sur les résultats économiques, les autres datas du marché de l'emploi, c'est normal. Les marchés ne sont pas concentrés là-dessus. Les investisseurs sont concentrés sur les deals ou pas deals qu'il y aura concernant la politique tarifaire de Trump. Est-ce que potentiellement, ça peut déclencher une récession mondiale? Est-ce que ça peut disrupter l'économie mondiale ou non? C'est là-dessus que les investisseurs sont concentrés actuellement. Et dans les 3, 5, 6 mois à venir, on va rebasculer sur un cycle fondamental plus classique, avec de l'impact sur le CPI, sur le NFP, sur les datas économiques. Pourquoi? Parce que les marchés vont considérer que maintenant, c'est aux banques centrales de faire le job. Les banques centrales, actuellement, elles sont juste spectatrices. Powell n'a rien à dire. Lagarde n'a rien à dire. Les banques centrales n'ont rien à dire sur les tarifs. C'est pas eux qui négocient. Les banques centrales vont devoir prendre les politiques tarifaires, les politiques commerciales comme elles sont, et réagir. Donc pour l'instant, le focus, c'est sur les politiques commerciales. Et une fois que les politiques commerciales seront mises en place, à nouveau, focus sur les politiques monétaires, et donc réaction des marchés plus classiques aux différentes news. La vidéo était plus longue que prévu. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à me dire si ça vous aura plu. Très prochainement, je vais passer un challenge en live sur YouTube. Donc ce que je ferai, c'est que je vais prendre un challenge. Je ne sais pas encore quelle firme. Ça s'est beaucoup battu entre FTMO et Funded Next dans le vote que j'avais mis en story sur Instagram. Je vais probablement prendre FTMO. Mais je vais prendre un challenge que je vais payer de ma poche et je vais partager à chaque fois, comme je l'ai fait au début de la vidéo avec mon analyse de mes résultats. Je vais partager l'analyse de résultats de mes trades, de mes décisions, mon dashboard, comment est-ce que le challenge évolue, les décisions que j'ai prises aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai pris ces décisions, etc. Tout au long du challenge, du jour 1, du premier jour de l'étape du challenge jusqu'au dernier jour de la vérification. OK? Avec transparence. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît comme concept. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner, et j'espère que ces analyses vous seront utiles. Bon trading à tous.